Bonjour, bonjour, chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou, je suis à Bordeaux pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Lilou, j'étais vraiment ravie d'être là. Mais merci d'avoir accepté cette invitation, en plus un sujet que j'adore, la médiumnité, et puis tu as un parcours quand même exceptionnel. On fait un petit clin d'œil là, en ce début d'interview, à François De Witt. Beaucoup de co-créateurs ont regardé cette interview avec beaucoup d'intérêt. 16 interviews même de ce polytechnicien qui s'est éveillé et qui a écrit La preuve par l'âme. Si vous n'avez pas vu cette interview, ni lu son livre, c'est vraiment, je vous encourage à le regarder, le lire. Et puis il nous a connectés. Hein, et là, nous voilà enfin, des années plus tard, à faire cette interview. Tu as un parcours assez incroyable. Tu as été adoptée par la famille Peugeot, tu t'appelles Aline Peugeot, tu avais des compétences et des capacités, on va dire, extrasensorielles, médiumniques, que tu as détectées assez tôt. En fait, je pense qu'on les a tous jusqu'à un certain âge où on s'en détache, mais comme j'avais pas de repères extérieurs, puisque j'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans et que j'ai été en errance dans un orphelinat pendant quelques années, puis après accueillie dans la famille Peugeot, où j'ai pas eu de repères non plus au niveau affectif, en fait, je suis restée connectée en lien avec ses capacités parce que c'était mes seuls repères valables en fait. C'est comme ça que je suis restée sur ce mode de fonctionnement qu'on appelle de médium. Et je ne savais pas que ça s'appelait comme ça du tout. C'est seulement il y a quelques années, en lisant des ouvrages sur le sujet, que je me suis aperçue que ça s'appelait comme ça. Moi, je pensais juste que j'étais perspicace, que j'étais peut-être rapide dans mes observations, un peu plus que la moyenne, mais comme j'ai jamais pensé être plus que les autres, je pensais du coup que les autres étaient feignants. Ouais, parce que là, tu discernes bien la différence, l'intelligence dont on parle dans la société, enfin, pour l'instant, hein, comme l'intelligence, on va dire, mathématique, rationnelle, classique, et une autre type d'intelligence. L'intelligence intuitive, tout simplement, oui, oui. Et on a plusieurs organes qui sont dotés d'intuition, comme le cerveau ventral qui est capable de prémonition, le cœur également, et puis dans notre cerveau avec cette fameuse glande pinéale qui nous permet de nous connecter en fait à une information qui est déjà présente dans l'univers et qu'on capte comme ça. Il y a des choses qui sont déjà écrites. Évidemment, on peut les détourner avec tout ce qui est prière et égrégore et ce qu'on connaît et libre arbitre. Si on fait d'autres choix, évidemment, on va passer à côté d'un avenir qui nous attendait, mais en l'instant, cet avenir est écrit, même s'il n'est pas définitif, puisqu'il dépend des prises de décision qu'on prend à chaque seconde. Ouais, on est d'accord qu'à tout moment, il y a plein de possibilités. Tout à fait. Mais à l'instant T, un avenir certain. Mais je veux dire, dans une seconde, si je prends une décision, ça risque de me faire bifurquer vers un autre. On va en revenir là-dessus et sur les conseils que tu donnes, parce que pour toi, tout le monde est médium. Donc tu enseignes, hein, et d'ailleurs, à travers ton livre, Du chaos à l'éveil spirituel même, on va dire, chez Exergue, tu expliques ça et tu as envie d'encourager, mais toi-même, tu as changé, tu as bifurqué un peu de parcours, parce que quand tu as été adopté par cette famille, ils ont essayé de te faire rentrer dans un certain moule. Oui, ils n'ont pas réussi du tout. Oui, j'ai pris la direction de la voie du cœur, en fait. Et j'ai fait les choix qui entraient en résonance avec mes observations, mes propres déductions, sans jamais écouter l'extérieur. C'est un peu l'enfant, on va dire, capricieux, mais pour moi, ce n'était pas du caprice, c'était du bon sens. Parce que ce qu'on me proposait n'avait pas de sens, justement. Et j'ai dû me fier à moi-même, à ce qui entrait en résonance avec mon expérience. Donc c'est vrai que... Tu devais les embêter quand même un peu. Complètement, et c'est pour ça que je suis la première à jamais juger les autres, parce que leurs choix dépendent d'un tel parcours qui leur est propre et personnel et qui est légitime, qu'on ne peut pas se permettre de juger juste sur les choix ou les actes de quelqu'un. Il faut comprendre ce qui l'a amené à ça. Et pour cette personne, ça peut paraître tellement logique, et c'est légitime parce que c'est une cohérence chez la personne, et on n'est rien pour dire c'est pas cohérent, ou c'est pas bien, ou c'est bien. Tout est relatif et c'est propre à chacun, les choix comme la manière de vivre les expériences d'ailleurs. Donc tu avais tellement, on peut dire, honte de ton nom de famille, de ce nom de famille, que tu as décidé à 18 ans de te marier, ou on t'a un peu obligé à te marier à cet âge-là? Oh, c'était un échange de bons procédés, ça arrangeait la personne à l'époque qui voulait pas faire l'armée parce qu'il était réfractaire à ça, donc il fallait qu'il soit soutien de famille, et comme j'étais déjà maman, parce que comme le sujet de la sexualité était tabou dans notre famille, forcément je suis tombée enceinte très vite.
Et oui, moi, ça m'arrangeait de changer de nom parce que je ne me sentais pas légitime de le porter, étant donné qu'on a souvent insisté sur le fait que j'étais le vilain petit canard de la famille. On te disait même que tu étais la bâtarde. Oui, à côté de la famille, se gênait pas pour dire que j'étais une bâtarde et le disait à mes parents. Évidemment, ça leur plaisait pas non plus à eux. Ouais. Oui, parce qu'ils te soutenaient quand même. Ce que tu vois maintenant avec le recul, et tu as été retourné voir ta mère, c'est qu'ils t'ont dit, mais on était là pour t'éduquer, non pas pour t'aimer. Oui, et j'ai compris qu'ils ne pouvaient que transmettre ce qu'ils avaient connu eux. Et comme eux, dans cette famille, depuis des lignées et des lignées de générations, on ne montre pas l'affection parce que c'est comme ça, c'est l'affaire, et l'argent, c'est réussir dans les biens matériels qui priment. Ils sont élevés, dressés un petit peu pour ça. C'est normal que... Encore maintenant. Je ne sais pas comment mes cousins élèvent leur famille. Mais je sais qu'ils m'ont jamais montré trop d'affection, mes cousins. Et dans le peu de relations que j'ai avec eux, je vois pas trop de faiblesse dans la tendresse, je vais dire. Il n'y a pas d'apitoiement, il n'y a pas de « je m'enquière de comment tu vas ». Non, non, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment très froid, très distant. Donc c'est qu'il faut être efficace, productif et... Tout à fait ça, efficace, productif, réussir sa vie en fait. C'est vraiment le conditionnement à réussir sa vie dans les biens matériels et d'en faire ses preuves par le statut social et professionnel, oui. Et moi, je suis à l'opposé de tout ça. Ouais. Ils ont adopté, ils ont aimé tes boucles blondes. Oui, j'étais jolie à regarder, mais ils ne pensaient pas qu'à l'intérieur, ça n'allait pas correspondre à leurs attentes. Pour toi, ton âme avait choisi cette famille pour vivre une certaine forme d'incarnation et... J'en suis persuadée, oui. Et je suis persuadée que j'ai choisi les gènes héréditaires de mes parents géniteurs et que je devais passer par l'abandon et pour arriver dans une famille qui, à sa manière, allait aussi faire un abandon puisqu'ils n'allaient pas répondre à mes attentes. Ils m'ont éloignée un peu de la famille quand ils m'ont mis à l'internat. J'ai vécu ça aussi comme un abandon. Il fallait... moi, je suis très reconnaissante de mon parcours parce que même en m'en rappelant, en me replongeant dedans, je me dis « oh, yo, yo ». C'était fatigant, c'était usant, ça sentait pas bon du tout, mais si c'était pour en arriver là où j'en suis maintenant, mais c'est que gratitude, parce que j'ai eu une ouverture d'esprit, un éveil, une compréhension, ce qui était nécessaire d'ailleurs pour me permettre de vivre, parce que je reconnais aussi qu'avec un tel parcours, avec les choix que j'ai faits, qui étaient vraiment extrêmes, on peut y laisser la vie, et j'ai failli à plusieurs reprises y laisser la mienne. Ouais, ça me rappelle un peu l'interview que j'ai faite avec Constance de Polignac, qui est née dans cette famille aristocratique et qui décrivait qu'on l'enfermait dans le placard et qu'elle a commencé à faire des sorties de corps. Est-ce que cette souffrance est liée à ton développement de tes capacités ? Ça m'a aidé à rester connectée parce que oui, moi aussi j'étais frappée et mon père avait une baguette, donc j'avais des grosses marques et c'était tellement douloureux que je faisais un peu... Moi, c'était comme les fakirs, en fait. Je me disais, si les fakirs, ils arrivent à rester sur des picots sans avoir de douleur, je vais faire pareil. Et sans m'en rendre compte, oui, je me mettais à côté de mon corps, j'observais. Et c'est rigolo parce qu'après, sur mon parcours, quand j'exerçais en tant que médium et que je faisais de temps en temps des soirées, des rassemblements où on se connectait tous, et il y a un médium... qui a remarqué, il m'a dit, mais j'ai compris comment tu fais, en fait, tu sors de ton corps. Il m'a vu partir pour me mettre à côté, pour avoir cette légèreté, cette ouverture, cet état de conscience modifié qui me permettait de choper l'information. Et effectivement, c'est une technique que j'emploie. Et quand tu l'enseignes comme ça à d'autres personnes lors de stages, parce que maintenant tu es moins dans ces consultations médiumniques de 1 à 1 et tu enseignes ça en stage, est-ce qu'il y a différentes techniques comme ça et différentes façons de faire pour accéder à sa médiumnité ? Alors oui, parce que je survole énormément de façons de faire, parce que ces stages se sont enrichis depuis 3 ans avec les retours des personnes présentes. Et je m'étais rendu compte que moi, je transmettais que la mienne. Et c'est bien parce que ça s'est enrichi des observations et des expériences des autres qui venaient. Et donc, c'est énormément c'est pas un mode d'emploi, mais de fonctionnement différent que je leur révèle et eux vont trouver leur propre à eux. C'est ça, en fait, chacun a des aptitudes et fonctionne différemment des autres. Ça dépend tellement de notre parcours, en fait. Comme je leur explique, moi qui ai eu c'est pas une problématique. Moi, j'ai une cicatrice par rapport au toucher. Et c'est pas par le toucher que je vais percevoir. Je suis moins sensible. Il y a un peu une fermeture là-dessus. Ça va être plus par télépathie et par quelque chose qui s'inscrit dans le front et que je lis en même temps.
Donc c'est vraiment propre à chaque parcours selon ce qu'on a vécu. Nos sens se sont développés différemment et il y a un plus acéré que l'autre qui s'est un petit peu mis en veille parce qu'il a eu des expériences douloureuses. Voilà. Oui, c'est intéressant. Certaines personnes parlent du sixième sens, mais là tu dis que finalement notre médiumnité va passer par un de nos 5 sens. C'est le sixième sens relié à tous les autres parce que clairvoyant ou clairaudient, c'est vraiment on parle d'autres sens. Donc il y en a qui vont voir, il y en a qui vont entendre, il y en a qui vont sentir. Et tout ça, c'est lié au sixième sens. Donc tout est relié en fait. Et comment on arrive petit à petit à le développer avec, à force de pratiquer? Alors c'est une attention au quotidien, à chaque seconde même, de tout le temps ramener sa conscience à l'instant présent. C'est un peu une alternative à la méditation. C'est une méditation au quotidien, H24, 7 jours sur 7, tout le temps, qui nous permet de ne pas passer à côté d'un message, d'une voix. Quand on est en mode automatisme, on ne fait pas attention. C'est là où il nous arrive des accidents parce qu'on n'était pas là, on pensait à autre chose. Mais on passe aussi à côté de sons, de messages, d'effleurements ou d'un mot qui va s'inscrire dans notre tête et qu'on va le balayer en se disant pourquoi je pense à ça maintenant. Mais non, tu ne penses pas là. Tu penses pas, tu étais justement dans une ouverture qui a permis à une autre dimension de s'inscrire. Et ça vient on peut dire, de guides, d'autres êtres, de défunts, de son moi supérieur, de son âme. Comment ça se vient? J'ai du mal à définir. Ça vient de par nos croyances, je pense. On va approprier. Est-ce que ça vient? Oui, ça vient. Après, on arrive à savoir qui c'est. Si c'est une phrase que notre père disait tout le temps, puis que notre père est décédé, on comprend que c'est lui qui est en train de se manifester. J'ai remarqué que quand c'est des défunts, on est un peu plus, c'est fatigant à recevoir, c'est plus froid que quand c'est quelque chose de très élevé, une conscience très élevée, c'est euphorique presque, c'est très chaleureux, ça fait tourner la tête un peu comme une ivresse, avec beaucoup d'espoir derrière, comme si on se sentait pousser des ailes justement. Et donc il y a des subtilités, et je pense que c'est avec l'habitude qu'on arrive à définir d'où ça peut venir. Oui. Ouais, c'est pas la même vibration, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même longueur d'onde. C'est tout à fait ça, oui, très bien dit. Quand tu parles d'éveil, comment tu le définis cet éveil? L'éveil, c'est une prise de conscience, c'est avoir un regard différent sur les choses. Et surtout, l'éveil, c'est associé indéniablement à la résilience. C'est arrêter de faire preuve de caprice, l'adulte qui fait des caprices et qui dit non, je refuse que ça soit comme ça et qui se fait du mal. En fait, il faut devenir enfin des adultes responsables et accepter le fait qu'on n'est pas maître des événements qui s'imposent, qui se déroulent dans notre vie. Il y a supérieur à nous qui envoie tout ça. Par contre, on l'est de l'impact qu'on autorise sur notre existence. Et ça, c'est très important à comprendre. Et avoir un autre point de vue sur les choses. Par exemple, on peut se voir en tant que victime, mais aussi on peut voir la chose autrement. On peut se dire, mais finalement, je suis quelqu'un d'hyper orgueilleux, qui exige un autre comportement de l'autre envers moi. Et en général, quand on essaye de se reconstruire, c'est parce qu'on remarque que sur notre parcours, on a l'impression de toujours faire le bien autour de nous et de récupérer que du mal et on ne comprend pas pourquoi. Et là, comme on a effectivement envie d'être quelqu'un de bien, eh bien, on se détache très vite de ça et du coup de la victimisation avec. On accepte qu'il y ait des avis différents, on accepte que l'autre ne soit pas comme... Ah oui, et les attentes aussi. On accepte de comprendre qu'avoir des attentes, c'est exiger de l'autre quelque chose. Et quand on veut se reconstruire, quand on est dans la résilience, c'est inconditionnellement. Donc il faut prendre l'autre ou pas. Mais si on le prend, c'est comme il est. Au niveau de, tout à l'heure tu disais, pour se connecter à avoir des messages de d'autres niveaux, à un moment on reconnaît la vibration qu'elle est plus élevée et autres. Au fur et à mesure qu'on s'éveille, est-ce que ça aussi, ça se sent dans les êtres qui sont, on va dire, incarnés sur Terre? Le fait, plus on va être éveillé, plus il y a cette légèreté, cette joie et cette... Moi souvent quand j'interviewe des gens, enfin, je vois cet humour, ce fun qui commence à se dégager d'eux. Il y a quelque chose de joyeux, de plus léger quand même. Ah ben, on est un retour à l'essentiel, donc tout ce qui est image de soi, on s'en fiche, donc on est authentique. Et c'est pas fatigant d'être authentique, c'est justement bourré de notre énergie originelle, alors qu'on s'aperçoit qu'en mode survie, on porte des masques, des costumes, lourds à porter, mais pour répondre aux attentes de l'autre. Et là, qu'est-ce que c'est libérateur de s'autoriser à être soi-même, parce qu'on n'attend plus rien en retour. Peu importe qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, on est là parce qu'on a
on a réussi quelque chose et on a envie de le transmettre pour que d'autres réussissent aussi à faire la même chose et être heureux dans la vie et se libérer de sacs à dos de souffrances qui sont inutiles. Mais c'est pas de notre faute si on les traîne, c'est parce que quelque part aussi on est bien conditionné dans notre société pour les trimballer. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut s'éveiller sans souffrance ? Pour s'éveiller, il faut déjà partir d'une souffrance, je pense. Sinon, on s'en rend pas compte, on est éveillé tout court. Et ça, c'est génial, on n'est pas obligé de passer par les souffrances. Oui, bien sûr que c'est pas une obligation de souffrir. Parce on est quand même un petit peu là-dedans pour l'instant, comme si nos générations avaient dû souffrir pour arriver à bouger les choses, alors qu'on ressent que les enfants qui vont venir et qui viennent vont peut-être avoir moins, eux, à pousser les murs, on va dire, que nous. Je pense qu'il y a eu des précurseurs et que les autres n'auront plus à passer par là. Justement, ils ont accès à un discours de personnes qui ont réussi à se libérer. Donc, ils comprennent que ce n'est pas une obligation que de se fourrer dans les ennuis et d'en souffrir. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message avant tout avec ce livre, enfin, je dirais avec tes conférences et tes stages, parce que tu portes quand même quelque chose de... Enfin, je pense pas que tu sois née dans cette famille pour rien non plus, et puis là tu nous livres ton parcours à cœur ouvert. Oui, et bien justement, puisque j'ai un nom et que j'ai longtemps pas voulu avoir ce nom, là j'assume, grâce à François qui m'a un petit peu poussée, François De Witt, j'assume ce nom parce que derrière il y a un message, et comme tu as parlé de Constance de Polignac qui assume aussi toutes les épreuves avec le prestige qu'elle a quand même, et il n'y a pas de honte à avoir, peu importe ce que je rencontre beaucoup de culpabilité et ça, il n'y a pas mieux pour se pourrir tout le reste de notre existence. Et moi, si je me délivre, c'est pour montrer que je n'ai pas de honte à avoir, je ne me juge pas, je me suis beaucoup jugée avant. C'est pas inscrit sur mon front comme je le pensais pendant longtemps et que l'avenir, il se choisit à chaque seconde. Il n'y a pas de déterminisme en fait. C'est pas parce qu'on a vécu telle chose que ça y est, irrémédiablement, il y a un avenir pourri qui nous attend, c'est faux. Et mon message, c'est retrouvez-vous et surtout, soyez l'expression de qui vous êtes. Parce que l'univers en a besoin. C'est pas avec 1 million de clones de la même chose que l'humanité va évoluer. C'est avec 1 million de choses différentes que ça va enrichir et que ça va redonner un regain et d'autres directions et d'autres possibles. Et voilà. Tu veux dire qu'on est formaté finalement, surtout dans le milieu dans lequel tu es, on te formate, on te met dans un moule, et alors que finalement la chose la plus belle c'est de faire rayonner notre différence. Tout à fait ça, et même là où mes parents n'ont pas réussi à me formater, on continue, l'extérieur se permet quand même de me mettre des étiquettes. Alors ça les regarde, moi non, je ne me sens pas concernée, mais je constate. Donc vraiment l'humain a besoin de ranger, de continuer à transmettre ce conditionnement. Libérez-vous-en parce que c'est pas efficace du tout, c'est pas avec... Et une étiquette, c'est fini. Quand c'est décidé. C'est fini. Ouais. Quand on n'a pas d'étiquette, c'est illimité. Il y a tous les possibles et les potentiels qui sont là. Ouais. Et qu'est-ce que tu recommandes quand on veut, comme ça, explorer ce potentiel, aller au-delà de l'étiquette qu'on s'est mis ? Par exemple, je ne suis pas intelligente, j'y arriverai jamais, je suis trop vieille pour ça. Toutes ces choses qu'on peut se dire finalement qui nous retiennent de changer. Je pense que tout ça, ce sont des excuses parce qu'on a peur de franchir, de partir de notre zone de confort qui n'est pas une zone de confort comme on l'appelle, mais une zone d'habitude. Et les habitudes rassurent. Parce que ça fait partie du conditionnement. Le conditionnement, c'est des barrières sur lesquelles on ne peut pas aller sur les côtés. Et l'habitude, c'est pareil, c'est des barrières et on ne peut pas aller sur les côtés. Mais c'est ce que je remarque en stage. Il y a des gens qui repartent, ils marchent en titubant parce qu'ils ont de nouveau une telle envergure de possibilités devant eux que c'est comme s'ils étaient sous parce qu'ils n'ont plus de repères sur lesquels s'appuyer et ils marchent en titubant, mais ils sont heureux, ils ont un énorme sourire. Ils se disent « Waouh, là je viens de tout perdre, tous mes repères, mais en fait je peux tout construire, tout. » Alors c'est déroutant au début. Ouais. C'est complètement déroutant, oui. Et ça chamboule. Comment on fait avec ce que tu t'es remariée quand même 3 fois, comment on fait pour au fur et à mesure comme ça qu'on réalise son potentiel, je veux dire, il y a aussi ses partenaires, ses enfants, la famille ou le travail qui change là aussi. Alors, mon mari actuel, c'est celui qui a vécu ma reconstruction, ma naissance en fait, parce qu'avant, c'était pas véritablement moi. C'est que du bonheur pour eux,
même si c'était déstabilisant pour mon mari parce qu'il s'était accoutumé à une femme un peu morose, violente, enfin tout ce qu'on m'avait appris avec un mode de communication un peu spécial, il s'y était accoutumé. Et cet apaisement, ça l'a un peu inquiété. C'est drôle, mais du coup, je l'avais conditionné, moi aussi, à une personne qui était à l'opposé de ce que je devenais. Et cette paix, il l'a pris, c'était aussi du détachement, mais il l'a pris pour du non-amour, pour un désintérêt. Il ne comprenait pas. Ça ne correspondait plus à son schéma. Oui. Et du coup, bon, il a compris, hein, puisque je suis toujours là. Et mes enfants, c'est que du bonheur pour eux, parce que c'est un exemple, en fait. Parce qu'ils me voient heureuse, épanouie, libre, malgré le couple et la famille. Je suis quand même libre. Alors je transmettais quand même un peu l'image de l'enfermement du mariage, de l'enfermement de la famille. Ce que j'avais pu expérimenter avant. Mais maintenant, en voyant les choses autrement, eh ben, eux, ça leur donne un espoir aussi à eux, pour construire à leur tour. Donc tu penses que l'humain peut changer? À chaque seconde, il n'y a pas d'âge pour. Et je pense que c'est bénéfique de changer avant son envol. Parce que l'envol se passe d'autant plus sereinement en évitant les regrets et les remords qui sont terribles à ce moment-là. Et quelquefois, on s'aperçoit sur des choses qui sont tellement simples à réaliser qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas osé le faire. Et pour eux, c'est du coup un envol très douloureux, parce qu'ils aimeraient encore avoir l'opportunité de faire ça, ils auraient tellement rêvé de le faire, mais c'est trop tard. Donc surtout, à chaque seconde, faites-le. Chaque instant est une opportunité de s'envoler. Oui, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Aline. Moi, du fond du cœur, Lilou, vraiment. On t'embrasse très très fort, on te remercie pour ces délicieux conseils et puis de lire ton livre. Je vous encourage à lire son livre Du chaos à la spiritualité, l'éveil spirituel aux éditions Exergue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. On vous embrasse très très fort. À bientôt. Merci Aline.